Alors, comme on dit chez le toiletteur, j'ai fait la coupe d'été. Ah oui, j'ai investi dans des cadres aussi. Ça peut s'effondrer à tout moment. Même avec ce titre de vidéo, j'arrive pas à croire que cette histoire est vraie. On peut refuser d'être millionnaire. Donc écoute ça, prends-toi ton petit thé, enfile tes écouteurs, tes pantoufles. C'est un Zeugma, magnifique. Une figure de style, le Zeugma. C'est utiliser le même verbe pour désigner deux choses différentes. Par exemple, il posa son manteau et sa question. C'est un Zeugma. On s'en fout, pourquoi je t'apprends ça, Kylian? En plus, peut-être tu le savais déjà en plus. Générique. Eat this. Alors aujourd'hui les amis, on parle de Grigori Perelman, qui n'est pas un bûcheron canadien, mais bien un mathématicien russe. Il est né en 1966 et enfant, c'est un putain de surdoué. Il est énorme, il est le danger, il est celui qui frappe, pardon, j'ai pété un plomb. En même temps, il est fils d'une prof de maths et d'un physicien. Ça aide un peu pour être le premier de la classe. Alors il est né dans les années 60 et la première fois qu'il fait parler de lui, c'est en 1981 quand il remporte les Olympiades des mathématiques et de la physique. C'est un concours international entre 30 pays qui regroupe les meilleurs des meilleurs et lui, il remporte ce concours avec un sans faute. Il fait un 42 sur 42 et à ce moment-là, il a 15 ans. Qu'est-ce que je faisais moi à 15 ans? Ah oui, j'essayais de choper des meufs. 15 ans, tu sais, c'est à peu près l'âge où t'essayes d'avoir ton brevet pour que tes parents te payent un scooter. Lui, il remporte un concours international de mathématiques. Peut-être si ma mère avait été mathématicienne et mon père physicien, j'aurais pu faire pareil, mais bon, là non. Je préférais jouer à Pokémon et choper des meufs. J'ai attrapé beaucoup de Pokémon. Donc après des études forcément brillantes, il part s'exiler aux États-Unis pour se perfectionner. Et il refuse des offres d'emploi de Princeton et de Stanford, les meilleures universités américaines, pendant que toi t'es obligé d'accepter celle du McDo pour payer tes études. Oui, je l'ai vécu, et alors, après avoir refusé ça, il retourne en Russie et il s'enferme chez lui à double tour pendant 8 ans pour travailler seul, tout seul. Et en 2002, il publie la démonstration de la conjecture d'Henri Poincaré. On n'est pas sur un gars dans la moyenne, on est dans le haut du panier, très haut du panier même. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Des paniers de Yoplait. Hein? Quoi? Oui, Henri Poincaré, à pas confondre avec Raymond Poincaré. Henri Poincaré est mathématicien, Raymond Poincaré était président de la République. Ils étaient cousins germains. T'imagines la gueule des réunions de famille. Qu'est-ce qu'il fait ton Henri? Bon, il travaille plus ou moins sur la forme originelle de l'univers. Et toi, Raymond? Bah, il est président de la République. Putain, t'es content d'être la grand-mère, hein? Ça va les petits enfants? Tranquille? Putain. Alors la conjecture d'Henri Poincaré, tu vas voir, je vais t'aider. Cette conjecture, c'est soit une variété compacte V simplement connexe à 3 dimensions sans bord, alors V est homéomorphe à une hypersphère de dimension 3. Il va falloir que je réussisse à dire ça. Là. Soit une variété compacte V à 3 dimensions sans bord. Non, simplement connexe. Simplement connexe à 3 dimensions sans bord, alors V est homéomorphe. Il y a deux phrases, hein, mais tu vas voir, c'est simple. Soit une variété compacte V. Soit une variété compacte V simplement connexe à 3 dimensions sans bord, alors V est homéomorphe à une hypersphère de dimension 3. Tu vois, c'est ça. Ok, la conjecture de Poincaré, c'est un des 7 problèmes du millénaire. Une liste de problèmes de maths et de physique qui n'ont jamais été résolus. C'est une fondation institutionnelle américaine qui s'appelle Clay qui a listé ces problèmes et qui promet $1 million à quiconque les résoudrait. Notre ami Greg le Bûcheron publie donc sur internet un document de 59 pages pour résoudre l'un de ces problèmes. Donc là, à ce moment-là, c'est les meilleurs chercheurs du monde qui se mobilisent pour vérifier ces calculs qui vont s'avérer être justes après 4 ans d'analyse. C'est à ce moment-là qu'une reconnaissance mondiale lui tombe dessus et il décide de quitter le monde des mathématiques et de partir s'exiler chez lui en Russie avec sa maman dans la banlieue de Saint-Pétersbourg dans un quartier populaire. Ses pairs décident de lui décerner la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et l'Institut Clay le contacte à ce moment-là pour lui donner $1 million. Il se présente même pas à la cérémonie et il répond à l'Institut qu'il a pas fait ça pour l'argent ni pour la gloire. Paire de couilles qu'il a le mec. Et depuis, il vit reclus comme un ermite dans la banlieue de Saint-Pétersbourg avec sa maman de manière très modeste. Il parle à peine à ses voisins
zinzin, il a refusé toutes les interviews de son pays, alors qu'il aurait dû être millionnaire. Quand on lui a demandé pourquoi il avait refusé $1 million, il a simplement répondu « Je peux contrôler l'univers, alors pourquoi devrais-je courir après 1 million ?» Ce mec reste une énigme vivante, je trouve ça fascinant que des génies comme ça existent encore aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a plu, et puis si c'est le cas, petit pouce bleu, partage, un petit commentaire. Dis-moi par exemple si toi aussi t'aurais refusé $1 million après avoir bûché 8 ans sur un des problèmes les plus complexes de la physique théorique. Je sais pas, moi je l'aurais accepté quand même le million, mais bon... Cette histoire est folle, et si t'as une autre histoire folle, tu me la proposes et je ferai des recherches. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et ça c'est super cool. A bientôt pour un nouvel épisode, c'était Robin JR. Ciao.